Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire, ce premier webinaire de la semaine Chine, donc qui a lieu entre aujourd'hui, mardi 2 février et vendredi 5 février. Donc 4 webinaires en tout sur la Chine cette semaine. On débute avec Pierre Dombs, qui est le président directeur général d'Énergie 7 International et qui va vous présenter sa vision de la Chine et notamment les dernières actualités et la situation post-Covid avec les nouvelles opportunités et nouvelles chances de s'implanter sur le marché chinois ou d'y retourner. Donc c'est un webinaire qui est interactif comme tous les autres webinaires qui sont organisés avec BCI. C'est-à-dire que vous pouvez, via le chat questions-réponses, écrire vos questions. Et moi, je me chargerai de les lire à Pierre qui répondra pendant le webinaire. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif et que vous n'ayez pas à attendre la fin du webinaire pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je ferai des petits temps de pause avec Pierre pour y répondre pendant le webinaire. C'est également un webinaire qui est enregistré, donc enregistré en vidéo. Donc la vidéo sera mise en ligne sur notre plateforme BCI Info après le webinaire. Mais dans un premier temps, c'est la présentation en PDF qui sera disponible sur BCI Info également. Je vous informerai par mail dès que la présentation sera en ligne pour que vous puissiez la retrouver. Donc pour la prise de notes, vous pouvez évidemment en prendre, mais sachez que la présentation sera mise à disposition après. À la fin du webinaire, je vous invite également à remplir un petit questionnaire qui va s'afficher automatiquement à la fin. C'est un petit questionnaire de 12 questions, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, mais je vous invite à y répondre parce que c'est important pour nous de récupérer des informations suite à l'intervention de l'intervenant et l'organisation du webinaire également. Donc, si vous pouviez y répondre, ce serait parfait. Je vous remercie d'avance. Je vais vous présenter c'est une petite vidéo qui va vous présenter les services de BCI en 4 minutes. Donc voilà, je vais la lancer. Normalement, vous devriez entendre la vidéo. Si vous ne l'entendez pas, dites-moi. Pardon, excusez-moi. Ah, pas de son. Alors, excusez-moi, c'est le partage. Partager, partager et là, ça International, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement,
BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pardon. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, Décidément, excusez-moi. ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Donc, merci pour votre attention sur cette vidéo. Euh, une, euh, un petit point sur BCI Info dont je vous ai parlé plus tôt et également dans la vidéo. Donc, BCI Info, c'est notre plateforme d'information qui est disponible via le site de BCI. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette plateforme parce qu'elle est pleine c'est une véritable source d'informations actualisée, donc mise à jour régulièrement. Qui vous permettent d'avoir des informations sur les marchés qui vous intéressent, sur lesquels vous êtes implanté ou sur lesquels vous souhaitez vous implanter, et également des informations sur la veille réglementaire. Donc, c'est vraiment très important. Il y a également des dossiers thématiques, des conseils, etc. Mais je vous invite vraiment à aller voir cette plateforme. Sur le site de BCI, je vous invite également à aller voir la page de l'agenda avec les différentes réunions d'information qui ont lieu en présentiel et les webinaires également, ainsi que les salons. Donc, toutes ces informations sont visibles sur le site de BCI et vous verrez qu'il y a une information sur une réunion qui aura lieu le 16 février, une réunion adhérent, une réunion qui sera en ligne. Donc, le 16 février et également prochainement, donc en juillet prochain, le 5 juillet prochain, l'Open de l'International qui aura également lieu en ligne. Donc, je vous invite à aller voir ces pages. Ensuite, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc ce webinaire Chine, situation post-Covid en Chine, nouvelles chances et nouvelles opportunités. Plus que jamais, il faut y aller ou y revenir. Donc, c'est le titre choisi par Pierre. Avant de rentrer dans les détails de la présentation, je vais vous faire une rapide présentation de Pierre pour que vous voyez le véritable expert qu'il est sur le marché chinois. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le président directeur général d'Energy 7 International. Donc, consultant et expert du marché chinois. Il a une très grande expertise et une très grande connaissance du marché, qui s'est forgé tout au long de sa carrière, notamment donc 37 années d'expérience permanente avec la Chine, export, import et le conseil. Différentes représentations, dont notamment la Fédération des industries mécaniques, puis le MEDEF également, des publications, donc Réussir en Chine, l'expérience d'une longue marche de 30 ans, le Big Bang des nouvelles routes de la soie. Et puis en 2019, la médaille de l'amitié, donc plus haute distinction décernée pour un étranger en Chine. Et c'est également un prestataire agréé de Bretagne Commerce International. Donc, je suis vraiment ravie de faire ce webinaire avec Pierre parce que je suis persuadée qu'il va vous présenter sa vision du marché chinois et sa passion de manière très simple et vraiment très intéressante. Donc voilà. On va rentrer dans
le vif du sujet avec la présentation et donc le sommaire. Hem, on va parler du Covid et c'est le sujet, du moment et donc ça a débuté en Chine. Donc voilà, on va commencer par ça avec l'impact sévère du Covid et ses différents impacts au niveau sanitaire, économique, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, puis l'image de la Chine dans le monde. On passera ensuite aux mesures fortes dont on a beaucoup entendu parler également dès le début de la crise sanitaire, les mesures que la Chine a mises en place pour éradiquer la pandémie et pour relancer son économie, donc les mesures sanitaires et économiques. Ensuite, on parlera de la reprise et l'apparition d'une Chine nouvelle avec les nouvelles conséquences. Donc, toujours pareil, niveau sanitaire, politique, économique et écologique. Hem, les nouvelles opportunités, donc pour les entreprises françaises et bretonnes de s'implanter sur ce marché, ou d'y retourner. Ensuite le nouvel accord des pays de l'ASEAN qui a été signé, donc le RCEP, et un point, pour terminer, donc que Pierre se chargera de faire sur, Énergie 7 International et un projet entre la Chine et la France. Donc Pierre, je te laisse, la parole pour la suite et n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. À toi, Pierre. Merci Marina. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais également remercier Bretagne Commerce International avec qui je travaille déjà depuis 10 ans de m'avoir offert la possibilité de faire cet exposé. Et en particulier, merci à Marina Le Gall qui m'a aidé à préparer avec beaucoup de minutie ce webinaire. Vous aurez la possibilité, comme l'a dit Marina, de suivre dans les jours à venir d'autres webinaires portant sur des produits ou des services en Chine. Pour ce qui me concerne, je vais essayer de vous proposer une expérience originale qui est en fait une vue transversale de la Chine basée sur le Covid-19. Avant pour mieux comprendre et après pour mieux apprécier. Alors, juste 2 mots, pourquoi ce sujet ? La Chine a été fortement impactée par le virus, elle était la première à le subir, et en même temps, elle a subi les effets de la guerre commerciale l'opposant aux États-Unis. Elle a développé des moyens colossaux pour éradiquer le coronavirus, qui ont été suivis en fait d'une réorientation de son économie. Cela veut dire que la Chine a pris une longueur d'avance sur les autres pays et a présenté, économiquement parlant, un visage nouveau. Elle offre donc de ce fait de nouvelles possibilités de coopération, notamment à l'égard de l'Europe, de la France et à l'égard, bien entendu, des sociétés bretonnes directement concernées. Ce sera donc le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Slide. Merci Marina. Donc, on va voir l'impact sévère du Covid en Chine, l'impact sanitaire, économique. Alors, l'impact sanitaire, c'est d'abord la tragédie de Wuhan, qui, comme vous le savez, est la capitale d'une province qui s'appelle le Hubei, qui est une des grandes villes industrielles avec 11 millions d'habitants et qui a été l'épicentre de l'apparition du virus. J'imagine que tout le monde a gardé à l'esprit ces images de patients entassés dans les couloirs d'hôpitaux surchargés. Il faut savoir en Chine que lorsque les gens sont malades, même quand ils ont un petit mal, je dirais presque un bobo, ils ont par réflexe, ils vont à l'hôpital. Alors que nous, on fait venir les médecins, etc. Mais ce n'est pas encore une habitude très généralisée en Chine. Deuxièmement, il faut savoir que c'est arrivé à un très mauvais moment pour la Chine, puisque se préparait la fête du printemps. La fête du printemps en Chine, c'est un peu Noël plus le Nouvel An ensemble, par contre sans aucune connotation religieuse. De ce fait, les Chinois ont l'habitude de profiter des vacances de ce Nouvel An pour aller en province, rencontrer leurs parents, leurs grands-parents, des amis. Et très souvent, on a de l'ordre de 400 millions de personnes qui prennent le train, l'avion, etc., pour se déplacer. C'est donc
quelque chose qui est totalement anti-virus ou qui facilite le virus. Oui, un des symboles, c'était l'hôpital, vous savez, qui a été construit en quelques 10 jours. Rappelez-vous, vous avez dû voir à la télévision des bulldozers et qui ont aplani le terrain, coulé les fondations de béton et raccordé le site à l'eau et à l'électricité. Et ils ont installé, grâce à des matériaux préfabriqués, plus de 400 chambres équipées d'appareils médicaux, de salles de bain. Et le tout en 10 jours. Et grâce à une équipe médicale militaire de 1400 personnes. Alors, cela a créé de ce que j'appellerais des dérives des autorités chinoises, mais il faut savoir que c'est un peu le système chinois qui veut ça. Les premiers cas ont été détectés fin novembre 2019 et il se trouve que le lanceur d'alerte, le docteur Li Wanliang, au lieu de prévenir sa hiérarchie, comme cela se fait en Chine, a prévenu tous ses amis médecins et autres sur WeChat, sans en faire référence donc aux autorités du Parti communiste chinois. Et ce premier réflexe, en fait, a créé une certaine panique du pouvoir chinois qui a pensé d'emblée couvrir et nier l'existence du virus. Les autorités chinoises ont même condamné et réprimé ce médecin qui a été quelque temps mis en cellule, qui a été arrêté, puis qui est revenu à son travail et qui malheureusement a subi de plein fouet les conséquences du virus puisqu'il en est décédé. Il est devenu un véritable martyr pour Wuhan. Par contre, ce qui s'est passé a provoqué un retournement complet des autorités chinoises qui ont mis en quarantaine d'abord la ville de Wuhan et puis après toute la province du Hubei. Au total, 50 millions de personnes sont trouvées dans une position de confinement complet. Et après des tâtonnements devant un phénomène nouveau, des prises de décision autoritaires ont été prises et les dispositions ont été arrêtées au niveau le plus élevé de la Chine, puisque c'est le président Xi Jinping qui a repris les affaires en main. On va passer à l'impact économique. Au premier trimestre 2020, il y a eu une baisse du PIB de 6,8%, qui équivalait plus ou moins à la hausse du PIB en 2019. Donc, un arrêt extrêmement brutal du point de vue économique. Alors, cela a eu des conséquences très dommageables, notamment sur les flux logistiques. Les entreprises ont craint une rupture de leur chaîne d'approvisionnement et de distribution, et notamment avec l'international. La Chine a fermé les ports de plusieurs de ces villes et interdit les voyages organisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il y a eu également une perturbation des réseaux de distribution. Juste un exemple, les prix des légumes se sont envolés. Certaines multinationales ont dû fermer toute une partie de leurs enseignes et pendant un long moment, la population est restée cloîtrée chez elle en fuyant les commerces. Alors, certains secteurs ont été plus touchés que d'autres. Les centres névralgiques sont à la fois industriels et de services. Bien sûr, les transports avec les automobiles, les avions et les trains, et donc conséquences sur le tourisme, l'acier, les télécoms, la chimie, le textile, l'électronique et l'électrique, et bien sûr les hôtels et les restaurants. Un des effets les plus importants a été sur un des fleurons chinois, qui est l'automobile, puisque la Chine est le premier pays dans le monde en termes d'automobile. Et il y a eu une baisse au mois de février de moins 79%, mais qui s'est un peu ralentie en mars à moins 40%. Et comme on le verra tout à l'heure dans mon exposé, les choses sont remises progressivement d'aplomb et l'automobile peut maintenant, à fin 2020, montrer une accélération de ses ventes.
En moyenne, les bénéfices des entreprises industrielles ont fondu de 38% en janvier et février, mais certains secteurs ont eu une chute de plus de 87%. Alors, comme nous vivons dans un monde interconnecté, il y a eu bien sûr un effet domino au niveau politique, économie réelle, finance et commerce, avec des difficultés d'importer des matières premières. Toutes les entreprises industrielles ont besoin d'avoir des matières, désorganisation des circuits d'approvisionnement, perturbant la production, interruption de nombreuses chaînes logistiques maritimes, ferroviaires et aériennes, diminution importante des exportations qui était un des fers de lance de la Chine. Et puis, cela également a produit au niveau des étrangers une prise de conscience parce qu'ils ont reconsidéré leur forte indépendance par rapport aux fournisseurs chinois. Et ils se sont posé la question, est-ce que ce n'est pas le moment de diversifier nos approvisionnements? Slide. Alors, le tout s'est passé dans un environnement qui est très difficile, puisqu'il y a eu un impact de la guerre commerciale Chine-États-Unis. Un combat pour la suprématie mondiale, les reproches des objectifs des États-Unis, et puis la grande peur de la montée technologique de la Chine, que l'on va examiner en détail. L'impact de la guerre commerciale États-Unis. Manifestement, c'est un combat pour la suprématie mondiale. C'est un combat de leadership entre les deux plus grandes puissances mondiales, les États-Unis, qui a toujours été la première puissance économique et militaire mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, et puis donc qui a donné lieu au slogan affirmé par le président sortant Donald Trump, America First. La Chine, elle, a opposé ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie du président Xi Jinping, qui étend son influence en Asie, en Europe et en Afrique. Si vous regardez la carte qui est en bas à droite, vous verrez les nouvelles routes de la soie terrestre qui partent de la Chine et qui sont indiquées en rouge, qui traversent en fait tout le Moyen-Orient et qui aboutissent en Europe, et les trains arrivant principalement par la ville allemande de Duisbourg, mais qui, avec des ramifications en Grande-Bretagne, pardon, en France à Lyon et allant jusqu'en Espagne. En ce qui concerne les routes maritimes, c'est toute l'Asie du Sud-Est, sauf l'Inde, mais la Chine est présente également de manière importante au Sri Lanka. C'est l'Afrique, avec le Kenya qui est un débouché naturel des anciennes routes de la soie. C'est le port de Djibouti, ça va même jusqu'en Afrique du Sud. Et en Europe, il y a deux arrivées, c'est la Grèce et le port du Pirée, et l'Italie avec le nouvel accord avec la Chine, avec le port de Trieste. Slide. Alors, les États-Unis ont fait depuis le mois de mars 2018 des reproches importants à la Chine, mais je dois dire qu'ils ont été quand même très objectifs. Les États-Unis avaient un déficit commercial totalement abyssal avec la Chine, 400 milliards d'US dollars en mars 2018, sur un total d'un déficit de 800 milliards, soit environ 50%. Donc, cela paraît légitime que les États-Unis ont essayé de recadrer un petit peu ce déficit avec la Chine. Ils se sont également opposés à des subventions récurrentes du gouvernement aux entreprises publiques, puisque la Chine s'appuie beaucoup sur les entreprises publiques et donc elle essaye d'une manière ou d'une autre de les avantager. Et puis, il y a la protection de marchés privilégiés
au quasi seul bénéfice des entreprises chinoises. Donc, tout ceci ajouté au non-respect de la propriété industrielle, les Américains disent qu'il y a un pillage de leur propre technologie, mais il ne faut pas oublier qu'en contrepartie, la Chine, en créant des joint ventures avec les sociétés américaines, a ouvert son marché aux États-Unis. Et puis, il y a d'autres raisons, mais qui sont moins officiellement avouées et qui, à mon avis, sont les plus importantes. C'est la peur technologique de la Chine au travers de son plan Made in China 2025. Slide. Évidemment, le plan Made in China 2025, c'est une montée de la technologie en puissance et c'est un souhait d'indépendance technologique. Je vais vous citer quelques exemples qui sont probants. Vous avez tous vu à la télévision la mission sur la face cachée de la Lune, réalisée par la Chine. Ce n'est pas une copie, c'est la première fois qu'un pays atteignait cette face cachée de la Lune. Du point de vue des drones civils, la Chine est le numéro 1 mondial avec une société qui s'appelle DJI. Elle a installé une centrale solaire dans l'espace, transmettant l'électricité avec un faisceau d'ondes radio. Elle a installé un soleil artificiel, qui est le projet HL2M. La concurrence avec les GAFA, que sont, comme vous savez, Google, Apple, Facebook et Amazon, par ce qu'on appelle les BATSK. Les BATSK, ce sont les nouveaux géants chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont en fait les équivalents des 4 américains et qui se propagent en Chine puisque les GAFA sont interdites sur le marché chinois. La prédominance des voitures électriques avec une société qui s'appelle CATL, qui est le numéro 1 mondial des batteries et qui a même installé une usine dernièrement au Japon. Or, le Japon est normalement le principal concurrent de la Chine au niveau des batteries. Juste un mot sur les voitures électriques, un mot amusant. Vous savez, en Chine, il y a une société qui s'appelle BYD, BYD, et cela veut dire Build Your Dream. Et comme cette société fabrique des batteries, le gouvernement chinois a dit si on met une carrosserie, puisque le plus important dans une voiture électrique, c'est la batterie, on peut en faire un constructeur automobile. Ce qu'elle a fait. Et dans son capital, même des capitaux américains, notamment de Warren, ont été mis. Et de ce fait, le patron de la société chinoise a dit BYD ne veut plus dire Build Your Dream, ça veut dire Bring Your Dollars. La Chine a eu une très grande avance technologique avec Huawei, ce qui a suscité des représailles importantes du gouvernement américain de l'époque Trump, qui les a privés notamment de semi-conducteurs, alors que la Chine était très en avance et qu'elle préparait déjà une 6G. Dernière les progrès spectaculaires de l'intelligence artificielle. La Chine l'a notamment appliqué au niveau des nombreuses reconnaissances faciales et des applications médicales. Slide. Alors, contrairement à ce qu'on a pu, ce qu'on peut penser à un moment donné, le Covid a déclenché une dégradation de l'image de la Chine dans le monde. C'est d'abord Wuhan, où on a reproché à la Chine son retard pour informer les pays occidentaux. Alors, je voudrais dire quand même que lorsqu'un nouveau virus se déclare, il faut du temps quand même pour analyser l'identification, la propagation, la dangerosité. J'en ai beaucoup parlé avec un de mes amis qui a été directeur de la recherche à l'Institut Pasteur. Et il m'a dit,
que la Chine soit arrivée à vraiment l'identifier en à peine 3 mois, c'est quand même, du point de vue médical ou de la biologie, quelque chose d'important. Par contre, il y a eu quand même une déviance qui est due au système chinois, c'est-à-dire qu'en Chine, tout est axé sur la remontée des informations au plus haut niveau du Parti communiste, qui souhaite tout maîtriser et, dans le cas présent, éviter toute panique de cette immense population. D'où les reproches qui sont faits. Alors, l'origine, on ne sait pas. Il y a en gros, il y a 3 hypothèses. Personnellement, je ne prendrai pas je ne vous indiquerai pas mon choix. Je suis là pour vous relater simplement des informations. Première hypothèse, la chauve-souris au travers du pangolin. Il est vrai que la chauve-souris est très porteuse de virus et qu'elle adore se délecter de carcasses d'animaux sauvages, dont le pangolin. C'est une possibilité tout à fait plausible. Deuxième possibilité dénoncée par les Américains, ce serait une erreur d'un laboratoire de Wuhan qui est extrêmement sécurisé. C'est toujours possible une erreur. Est-ce que c'est vrai? Comme vous savez, il y a une enquête qui est réalisée par l'OMS. J'espère qu'elle aura les moyens de découvrir la vérité. La troisième possibilité, c'est un peu la revanche chinoise vis-à-vis des Américains. C'est de dire que en septembre 2019, il y a eu l'organisation à Wuhan de championnats mondiaux militaires. Et normalement, comme vous savez, dans tous les championnats, les Américains sont toujours les premiers, voire les deuxièmes. Et là, de manière un peu surprenante, ils sont 37e et ils sont partis 2 jours avant que les championnats finissent. Donc les Chinois disent peut-être ils auraient pu répandre ce fameux virus. D'autres choses qui jouent dans le sens de la dégradation de l'image de la Chine, c'est le problème des Ouïghours. Vous savez que c'est une minorité turcophone et musulmane qui vit dans la province autonome du Xinjiang, à la pointe du nord-ouest de la Chine, et qui a subi une violente remise au pas du gouvernement chinois depuis les années 2010. Alors, la raison, ce sont des volontés indépendantistes de cette province, ainsi qu'une radicalisation d'une partie de la population. Et il y a eu pas mal d'attentats, notamment des bus qui ont sauté à Pékin, à Shanghai et dans d'autres villes. Et assez dernièrement, il y a eu une attaque au couteau dans le sud de la Chine où 40 voyageurs sortant du train ont été tués à coups de couteau. Il y a le problème de Hong Kong et de Taïwan, rapidement rappelé ici parce que nous n'avons pas le temps. Hong Kong, ça a commencé par la révolution des parapluies, avec les étudiants qui s'opposaient à un projet de limiter la portée du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong en 2017. Et puis, il y a eu une loi d'extradition qui est partie en fait d'un phénomène d'actualité. En février 2020, un Taïwanais a été accusé d'avoir tué sa femme, puis d'avoir fui à Hong Kong pour échapper à la justice. Donc Taïwan a demandé à Hong Kong de faire un accord d'extradition qui n'existait pas. Et Hong Kong a dit, je n'ai pas la possibilité de le faire, et on est obligé de le faire entre Taïwan et la Chine. Donc les Hongkongais ont considéré que c'était un moyen en fait de museler les souhaits démocratiques qui étaient affirmés. À Taïwan, c'est un problème différent. Taïwan, comme vous savez, c'est là où s'est réfugié à l'époque Chiang Kai-shek. C'était la fraction nationaliste chinoise par opposition à la Chine communiste. Et il y a eu récemment une élection où la présidente sortante, qui s'appelle Tsai Ing-wen, qui a été largement élue avec 61 sièges sur 113. Pour Pékin, elle incarne la tentation d'une indépendance plus formelle
Et il est vrai qu'elle a profité des événements de Hong Kong en disant, vous voyez ce qui nous attend à Taïwan. Dernière chose, la position un petit peu ambiguë des ambassades chinoises. Il y a eu un souhait des ambassadeurs chinois de justifier à tout crin le modèle chinois de sortie de Covid-19 en disant que c'est grâce à un régime autoritaire qu'on peut y arriver. Donc, une critique de la gouvernance des autres pays européens, dont notamment la France, ce qui a provoqué une convocation euh, de l'ambassadeur de Chine au Quai d'Orsay par quelqu'un que vous connaissez bien et qui s'appelle M. Jean-Yves Le Drian. On va passer au prochain chapitre, qui est le chapitre 2, si Marina. Oui, je regardais juste s'il y avait des questions, mais non. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Mais pour l'instant, je vois qu'apparemment, c'est clair. Bien, merci beaucoup. On va voir donc les mesures sanitaires et les mesures économiques qui ont été prises et qui sont assez fortes. La mesure sanitaire, en fait, un pari a été fait. Il faut tout faire d'abord et surtout pour endiguer cette épidémie, quitte à sacrifier momentanément le développement économique afin de ne pas en souffrir à long terme. Ça, c'est la philosophie chinoise dès le départ. Donc, pour le faire, un certain nombre de dispositions ont été prises, dont d'abord la mise en quarantaine stricte des zones gravement touchées, une interdiction de sortir du domicile, la fermeture de pratiquement toutes les entreprises, une interdiction de déplacement entre les villes et les provinces et un contrôle quotidien de la température corporelle, etc. Alors, il est vrai que la Chine a une certaine expérience des épidémies, malheureusement pour elle. En 2003, il y a eu une épidémie qu'on appelait le SARS, et la Chine a vraiment pris conscience de l'état d'impréparation du système de santé chinois. Et de ce fait, elle a arrêté un plan qui lui a servi en 2009 lors de l'épidémie de la grippe aviaire, puisqu'elle a développé en fait le plan d'action qui a été mis au point depuis 2003. Ce qui fait que dans le dispositif sanitaire que la Chine a développé, elle a repris un dispositif que j'ai appelé prêt à l'emploi. Alors, les axes majeurs, ça a été, en fait, la Chine s'est focalisée sur la technologie. Elle a mis en valeur des innovations pour lutter contre le virus. Ça a été l'accélération des développements de la santé et de l'intelligence avec l'intelligence artificielle, l'identification et la traçabilité des individus, facteur clé du dépistage et du suivi, la limitation ou la suppression des contacts humains, le sans contact pour payer, le développement des activités en ligne pour le travail, l'éducation, l'accès aux services publics, la prise en charge de certaines tâches par des robots, l'utilisation des drones. Juste, ça nous fait sourire. La Chine a utilisé des drones, notamment au travers de caméras et de micros pour diffuser des messages de précaution aux habitants. Ceux qui n'avaient pas de masque, un drone venait au-dessus d'eux en disant c'est pas bien de ne pas porter un masque, il faut se dépêcher d'en mettre un. C'est celui qu'on voit là, c'est l'image qui apparaît là Voilà, sur le. Ouais. exactement. Également, cela permet de prendre des prises de température des habitants avec une caméra thermique. Et puis, cela permet également de répandre euh, des, des moyens de désinfection dans les rues et dans les villes. Alors, est-ce que c'est un modèle à suivre? On peut dire qu'aujourd'hui, la vie en Chine est redevenue à la normale. On le reverra tout à l'heure. Il y a maintenant obligation de s'enregistrer dans une ou plusieurs applications. Et il est indispensable de pouvoir notamment montrer un code qu'on appelle QR en Chine,
qui est de couleur verte pour accéder aux lieux publics, au transport, dans les lieux de restauration, de festivités, divers espaces également ouverts au public. Et puis, il y a deux autres couleurs là qui sont beaucoup plus restrictives. Alors, le résultat, c'est une réussite en 3 mois qui a quand même valeur d'exemple. Il n'y a plus vraiment de nouveaux cas, ou alors ils sont très sporadiques et rapidement endigués. J'ai appris ces derniers jours qu'il y avait 5 cas à Shanghai répartis dans 2 districts de Shanghai. La Chine n'a pas lésiné, les 2 districts ont été complètement confinés à nouveau pendant 14 jours. La seule source de regain possible, ce sont les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont tous confinés dans un hôtel durant 14 jours. Et comme l'a dit le docteur Klein, qui est un docteur français de Wuhan et qui a eu le courage et la délicatesse de rester à Wuhan pendant toute la crise, il a dit « Mes amis français, appliquez les mesures fortes que la Chine a utilisées pour endiguer le virus. » Mais il est vrai qu'il y a des différences de culture et que les choses sont quelquefois difficilement transposables. Et Le donc, progrès que chacun espère, pour terminer, c'est que l'équipe internationale de l'OMS fasse la vérité surtout et qu'elle soit rendue crédible aux yeux de tout le monde dans le monde. et juste un point, Pierre, donc là, actuellement, c'est 14 jours de quarantaine pour toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, enfin, si tant est qu'on puisse y aller, puisque là, c'est compliqué depuis la France, mais Ouais. Je d'accord. ferai de manière plus particulière en donnant des exemples tout à l'heure. D'accord, ok. Alors, les mesures économiques, c'est un rebond du post-Covid dans la Chine. Ça prend de l'ampleur au milieu d'un monde développé qui reste sur un terrain instable. C'est une approche totalement originale. La Chine s'attaque à la source du choc elle-même plutôt qu'aux dommages collatéraux causés par le choc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pari osé de miser pleinement sur l'innovation. À l'opposé de l'Occident, souvent soucieux de précaution et de protection sociale. Précaution du point de vue économique et protection sociale avec une aide très importante. La Chine privilégie au contraire l'essor technologique pour accélérer sa digitalisation. Alors c'est vrai au niveau de pas mal de secteurs, les médias et le tourisme, la banque, l'assurance, l'éducation, la santé, l'alimentation, la production manufacturière. En fait, il y a une redéfinition de tous les business models grâce à l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, cela provoque des résultats déjà impressionnants. La Chine première à s'en sortir sert un peu de baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale. Le FMI avait pensé que la Chine arriverait à avoir une croissance positive de son PIB fin 2020 de 1,9%. En fait, cela a été de 2,3%. Les raisons de cet effet positif sont de plusieurs origines. Déjà, la maîtrise de l'épidémie qui a stimulé la demande intérieure, l'appréciation du yuan et le soutien public à l'investissement. La reprise du premier marché automobile mondial est une bénédiction pour les constructeurs allemands qui construisent en Chine un tiers de leur et qui vendent, surtout en Chine, un tiers de leur fabrication. Ça a été la même chose pour les géants mondiaux du luxe, qui ont des très fortes croissances de leur chiffre d'affaires, et notamment grâce à l'essor du luxe online. Alors que le luxe a baissé de moins 25 à moins 45% dans le monde, en Chine, à contrario, il a augmenté de 20 à 30%. Et la Chine veut s'appuyer davantage sur son marché intérieur en gagnant technologiquement en autonomie, alors que son modèle est fragilisé par des guerres commerciales. Nous allons passer, Marina, au chapitre 3.
Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non. On va reprendre toujours de manière transversale les conséquences sanitaires, politiques et économiques, en allant jusqu'à des conséquences écologiques. Alors, au point de vue sanitaire, c'est vraiment un retour à la vie d'avant le Covid. La Chine a retrouvé ses couleurs tout en se repliant sur elle-même. Pas de problème si vous êtes chinois ou vous êtes résident en Chine. En dehors de la satisfaction gouvernementale largement exprimée, moi je me fie sur les informations que me rapportent mes équipes en Chine et mes nombreux amis français qui résident dans ce pays. En fait, le masque n'est plus obligatoire dans la rue. Vous savez, il n'est porté que par les gens en Chine qui ont, par exemple, un rhume, mais qui ne veulent pas contaminer les autres. Il y a une grande différence culturelle entre la France et entre l'Occident, on va dire, et la Chine, et la Chine et les pays asiatiques. En Chine, dans les pays asiatiques, on met un masque pour ne pas contaminer les autres. En Occident, on met un masque pour ne pas être contaminé par les autres. Il n'y a plus vraiment de distance barrière dans les usines ou lors de réunions dans les entreprises. En revanche, il y a une grande méfiance vis-à-vis des natifs chinois qui rentrent de l'étranger ou d'étrangers qui viennent retravailler en Chine. Et je vais vous donner l'exemple d'un de mes amis qui est le mari de la directrice de notre bureau de Shanghai, qui lui-même est d'origine chinoise, mais un grand patron français. Il a dirigé Forestia, il était numéro 2 de PSA, il a été également le directeur général d'Alstom Grid, et maintenant il est dans une grande société agroalimentaire. Et quand il est rentré en Chine, après avoir subi tous les examens en France, il a eu, bien sûr, à justifier les tests PCR, l'état de sa fièvre, et il a été mis dans une file pour attendre un bus pour l'acheminer dans un hôtel spécialement préparé pour accueillir les gens venant de l'étranger. Il a attendu près de 3 à 4 heures son bus parce que le bus, il en a raté un et le bus allait apporter les gens dans les hôtels. Et une fois que ce soit terminé, il fallait désinfecter complètement le bus, que le bus revienne. Et il a été donc envoyé dans un hôtel spécialement réservé. Lorsqu'il est arrivé, en fait, on lui a signifié une mise en quarantaine de 14 jours pour un confinement absolu dans des chambres d'hôtel plutôt spartiates, un lit au milieu de 4 murs avec peu d'espace entre les deux, une petite salle de bain, et on lui a apporté 3 fois par jour pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner un plateau qu'on a mis devant sa porte. Donc, il a ouvert pour déjeuner. Par contre, il a quand même eu droit à une liaison Wi-Fi durant ces 6 jours. Mais lui, il a eu en plus un avantage puisque il a un appartement à Shanghai. Donc, on l'a laissé sortir au bout de 7 jours. Il a été raccompagné sous bonne escorte à son appartement. Et quand il est rentré dans son appartement, on lui a placé un œil électronique sur la porte d'entrée pour s'assurer qu'il n'essayait pas de ressortir en douce. Sinon, il reprenait 14 jours de confinement de manière extrêmement stricte. Oui, donc c'est quand même assez radical. Oui, mais ça explique pourquoi ils ont des bons résultats aussi. Oui, oui, certes. Ah, j'ai 2 questions là, Pierre. Alors la première, c'est y a-t-il une perte de pouvoir d'achat et est-ce que la logistique est revenue à la normale? Alors, je vais revenir dans les conséquences économiques. Euh, D'accord? je propose à la personne qui a posé la question, suite à ce que je veux dire du point de vue économique, me dire si j'ai répondu à la question ou si je dois ajouter d'autres choses. Et je suis bien sûr prêt à le faire immédiatement. D'accord. Et donc celle-là, je la garde du coup. Et l'autre question, c'était qu'en est-il de la vision de la population chinoise sur les conséquences, pardon, de l'économie sur le reste du monde? Ressentent-ils une forme de culpabilité collective?
Je n'ai pas l'impression, très franchement. C'est parti de la Chine, c'est vrai, mais la Chine considère qu'elle n'a pas souhaité, bien entendu, créer ce virus, mais elle se sent quand même solidaire des autres pays. Elle regrette ce qui lui est arrivé, mais elle regrette également ce qu'il en est dans les autres pays, déjà du point de vue normal humain, si je puis dire, mais également du point de vue économique, elle perd un certain nombre de Mhm. marchés suite à ce qui est arrivé. Mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un sentiment de culpabilité, puisque contrairement à ce qui est dit dans les médias, notamment français, à chaque fois que l'on parle du Covid, on dit le Covid chinois, et, euh, et on culpabilise la Chine beaucoup plus qu'elle ne se sent elle-même culpabilisée. Oui, La raison, c'est autre chose. Je ne fais que traduire un sentiment répandu. d'accord. Donc Chloé, j'espère que Pierre aura répondu à votre question. Et il y a Bernadette Labéry qui précise que selon certaines villes chinoises, apparemment, à la quatorzaine, il y a 7 jours qui s'ajoutent également. 7 jours supplémentaires qui s'ajoutent. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu des confinements également à Pékin, où certains districts ont été complètement confinés. Mais c'est fait de proche en proche et de cas par cas. Mhm. Dès qu'il y a le moindre doute, on n'hésite pas à confiner tout un district, même Oui, d'une. très bien. Je vous en prie, Pierre, allez-y, continuez. Euh, on passe aux conséquences économiques. Oui, et je vais juste. Alors, il y a une personne, pardon, qui écrit donc la méfiance des étrangers par les Chinois, même quand ces étrangers sont là depuis très longtemps. Alors après, par contre, Monsieur Guinassia, je ne comprends pas la dernière phrase que vous mettez, mais, mais oui, enfin, c'est ce que vous disiez, Pierre. Du coup, il y a une certaine méfiance par rapport aux personnes qui rentrent dans le pays et également des Chinois qui reviennent de l'étranger. Ah, il y a une très grande méfiance. Moi, je vois, ça fait 37 ans, j'ai commencé ma 38e année de coopération avec la Chine. Je ne peux pas me rendre en Chine. Je suis assez connu en Chine, donc je pourrais essayer d'avoir une dérogation, mais je ne le fais pas parce que ça mettra déjà mal à l'aise mes amis. Et d'autre part, je ne suis pas sûr de l'obtenir. Et c'est vrai que en Chine, on pense que le seul moyen nouveau de propagation du virus provient des personnes de l'étranger. Mm. Notamment, on s'est posé la question à Qingdao, où il y a eu un certain nombre de cas d'épidémie surprenants vis-à-vis des Chinois. Mhm. Et après enquête, il est apparu que ces personnes s'occupaient du fret maritime. Et par le fret maritime, elles avaient été en contact avec des gens venant de l'étranger quand les bateaux arrivaient. Et donc, en fait, en Chine, on considère que c'est vraiment le contact avec l'étranger qui est porteur du virus en Chine maintenant. D'accord. Donc vraiment une méfiance. Ok. Je, je salue Bernadette Labéry et j'ose espérer qu'elle est d'accord avec moi. N'hésitez pas si vous avez des commentaires également dans les questions, hein. Oui, avant d'aborder les conséquences économiques, on va voir les conséquences politiques. Moi, j'aime bien la géopolitique et il y a beaucoup de choses qui sont produites et qui entraînent des nouveaux positionnements. Déjà par rapport à l'Europe, il y a eu des espérances chinoises déçues. En fait, la Chine pensait, et ça semblait à mon avis normal, que du fait que Donald Trump avait déchiré le contrat du Trans-Pacific Partnership, qui alliait tous les pays occidentaux, en fait, qu'elle aurait des possibilités de revenir vers l'Union européenne et de renforcer son alliance. Parce qu'il y avait donc, on peut dire, une ouverture de redistribution des cartes. De ce fait, la Chine a envoyé son ministre des Affaires étrangères dans la plupart des capitales européennes pour essayer de voir quelles seraient les possibilités, mais ça n'a pas été vraiment un franc succès. Même les Européens, pour presque des premières fois, n'ont pas
cherché à masquer le conflit de valeurs qui pouvait les opposer à la Chine. Et une réflexion est devenue importante au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire recherchons un nouveau positionnement en évitant d'être trop naïf. En effet, l'Union européenne a subi un certain nombre de rachats d'entreprises européennes et maintenant elle souhaite maîtriser les achats et notamment l'Allemagne et Angela Merkel a été très choquée du fait que la Chine puisse racheter une des pépites allemande qui s'appelle KUKA, qui est une société de robots industriels, qui fabrique des robots industriels et qui était vraiment une des toutes premières dans le monde. Donc, l'Europe souhaite mieux participer au processus d'autorisation des rachats et a établi une liste de secteurs stratégiques qu'elle n'autorise pas à des rachats. Même l'Allemagne, qui était assez prudente du point de vue gouvernemental dans la négociation avec la Chine, du fait qu'un tiers de ses ventes de voitures premium et un tiers de ses ventes de machines-outils le sont en Chine, commençait à prendre un petit peu ses distances. Berlin veut réduire sa dépendance économique vis-à-vis de la Chine et diversifier ses échanges. Néanmoins, et un peu à la surprise générale, en fin d'année, a été signé un grand accord sur les investissements, sur la protection des investissements. Cet accord a été voulu notamment par Ursula von der Leyen, qui souhaitait que les conditions d'accès aux investissements sur les marchés publics soient plus faciles, qu'il y ait des mécanismes de résolution en cas de conflit. Et la présidente de la Commission européenne a dit était fière de dire qu'il y avait eu 3 avancées sensibles en matière de comportement des entreprises d'État chinoises, en matière de transfert forcé de technologie et en matière de transparence des subventions. Alors, il est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'automobile allemande trouve sa planche de salut en Chine, puisque l'industrie automobile chinoise est repartie très forte. Et de ce fait, comment dirais-je, le patronat allemand a beaucoup milité pour qu'il y ait cet accord. Par rapport aux États-Unis, alors c'est une opinion personnelle, je dirais qu'il est difficile d'imaginer une véritable éclaircie, même avec un changement de président. Déjà jusqu'au terme de son mandat, Donald Trump a pratiqué des représailles nouvelles. Les dernières ont été de résilier des sociétés chinoises importantes qui étaient cotées en bourse à la bourse américaine de Wall Street. Ça a été de bloquer l'accès de Pékin à des semi-conducteurs qui sont des composants incontournables dans le développement des industriels chinois. Par contre, la Chine a obtenu une victoire avec l'OMC sur une plainte de Pékin qui a jugé les droits de douane imposés par Washington quelquefois non conformes aux règles du commerce international. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Je vous en prie. Alors, est-ce que le changement du président américain offre de vraiment nouvelles possibilités à la Chine envers les États-Unis? Je dirais 2 choses, ou plutôt 3. Avec le départ de Donald Trump, les Chinois ont quand même eu un sentiment de soulagement. Mais il faut dire que pour eux, Donald Trump était un alibi, c'est-à-dire la preuve pour le régime chinois
que le système occidental démocratique courait à sa perte. C'était on pouvait, grâce à la politique qui était très offensive des États-Unis, en profiter pour critiquer l'Occident et en disant aux Européens, vous voyez ce qui vous attend, puisque les États-Unis également commencent à poser des problèmes à l'Europe. Maintenant, ce punching ball, si je peux dire, n'existe plus. Par contre, je pense que la Chine, qui a cherché à effacer l'humiliation qu'elle a eue avec les guerres de l'opium des années 1840, n'est pas proche de tout pardonner à l'Occident, et je ne pense pas que le président Joe Biden, d'après les dernières déclarations qu'il a faites, qu'il souhaite mollir, si je peux dire, dans sa politique vis-à-vis des États-Unis. Alors Pierre, je vais juste faire un petit retour sur, parce que j'ai une question que j'ai vue après, je m'en excuse encore une fois Chloé, c'était sur le déplacement possible des Chinois entre les différentes provinces de Chine. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Ou est-ce qu'il y a des restrictions de déplacement pour les Chinois entre les différentes provinces? Non, ils peuvent se déplacer. Les D'accord, Chinois qui sont ok. en Chine, oui, aucun Oui, problème. d'accord, ok. Bon, c'était la question à laquelle je voulais revenir. Et il y avait Monsieur Guénassia Par qui... exemple, je vois, j'ai des amis, puisque on travaille sur un grand projet dans la ville de Haining, qui est situé entre Shanghai, Hangzhou et Suzhou. Ils ne peuvent plus, pendant un moment, se déplacer à Shanghai tant qu'il y a eu quelques nouveaux cas de Covid qui sont déclarés, mais D'accord, momentanément. ok, d'accord. Et il y avait Monsieur Guénassia qui précisait, en effet, son fils apparemment, donc, qui vit en Chine, donc oui, il est constamment contrôlé température, donc il écrit entre parenthèses, donc apparemment, oui, en effet, il y a quand même une grande méfiance. Oui, tout à fait. Euh, donc, ok. Et la question de Monsieur Marc, donc ça c'était pour les, on verra pour les conséquences économiques. Je vous en prie Pierre, je continue. Hop, voilà. Alors, les conséquences économiques, est-ce que la Chine sera la première économie mondiale dès 2028? C'est ce que semble penser un think tank britannique, et qui disent que les États-Unis seront détrônés 5 ans plus tôt que prévu. Et disons là, alors je ne répondrai pas à cette question, mais je dirais que la bonne réussite de l'industrie chinoise, c'est à plusieurs raisons, notamment par la technologie en matériel médical durant les premiers mois d'épidémie. Son économie a quand même tourné pour fabriquer des masques, des gants, des thermomètres infrarouges, des produits électroniques, notamment en lien avec le télétravail, comme les ordinateurs portables, les tablettes, ce qui a quand même fait tourner l'économie. Et ça a été fait non seulement par des sociétés spécialisées, médicales ou électroniques, mais également par des sociétés qui sont reconverties à un moment pour fabriquer ces produits. Ça a été notamment le cas de l'industrie automobile, qui a réussi à fabriquer des gants, des masques ou autres produits. Donc cela s'explique de manière plus générale par une forte capacité de réaction et d'adaptation de l'industrie à des phénomènes complètement nouveaux. Alors, ce n'est pas l'apanage de la Chine. En France, on a vu que certaines industries également se sont reconverties pour le bien public. Mais voilà, en Chine, c'est plus, on va dire, naturel de le faire. Alors, les atouts chinois, ils sont nombreux au niveau des filières industrielles essentielles. En termes de recherche et développement, la Chine a déposé en 2019 plus de brevets que les États-Unis.
les investissements en matière d'intelligence artificielle représentent déjà 60% des dépenses mondiales. Les sanctions économiques américaines, en fait, de manière contradictoire, incitent la Chine à développer les technologies qui lui font défaut. Et la volonté américaine d'empêcher la Chine de devenir hégémonique, en fait, pourrait paradoxalement l'accélérer. Ce qui est important, c'est les nouvelles directives économiques qui ont été prises. Elles s'exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Et le premier, je dirais, c'est ce que j'ai qualifié de contagion digitale. Basculement de tous les secteurs vers l'économie digitale. D'abord, le télétravail universellement recommandé, la télééducation du fait de la fermeture des écoles et des universités, et puis l'action des BATS avec Alibaba, avec Alipay qui donne à chacun un code QR qui est vert, jaune ou rouge, régentant les possibilités d'accès et de déplacement en temps réel. Le métro de Shanghai qui utilise maintenant WeChat pour le QR boarding, pour l'identification de chaque passager et qui suit en plus ses déplacements. C'est le secteur médical et hospitalier qui est, à mon avis, le plus d'avancée en utilisant les ressources du digital et de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un hôpital à Wuhan qui s'appelle l'hôpital de Wuchang, où une allée entière a été robotisée et équipée en 5G par China Mobile. Des robots qui apportent la nourriture, la boisson et les médicaments aux malades et qui nettoient en permanence les lieux. Les casques intelligents de la police qui permettent entre autres de lire la température des passants à une distance de 5 mètres. Et l'intelligence artificielle qui a également permis des avancées pour le séquençage du virus ou le diagnostic du Covid-19. Cela également se traduit par un envol du secteur de la santé en Chine. La Chine est très attractive pour les fabricants de matériel médical et de laboratoire, déjà par l'importance de sa population, 1,375 milliards d'habitants, mais aussi par son vieillissement, avec une espérance de vie qui culmine maintenant désormais à 77 ans. De ce fait, on comptait fin 2018 249 millions de personnes de plus de 60 ans qui représentaient elles-mêmes 17,9% de la population globale. On va dire 250 millions pour 18% en Chine, on est bien donné des virgules. Le coronavirus est donc un accélérateur exceptionnel de la télémédecine en Chine. La consultation à distance facilite la vie des Chinois qui ont peur d'aller dans des hôpitaux, mais également facilite les gens qui vivent en milieu rural, qui n'ont pas d'hôpitaux modernes ou même de dispensaires proches de chez eux et qui peuvent consulter à distance. Les data des BATS ont développé par exemple WeDoctor, qui a enregistré 1,5 million de consultations en ligne pour le seul mois de février. 1,5 million de consultations en ligne. De même, il y a une autre application qui s'appelle Ali Health, qui regroupe un millier de médecins qui dit renseigner plus de 3000 patients par heure. Donc, c'est un vrai changement à long terme pour le système de pensée. De manière parallèle, le développement fulgurant de l'industrie pharmaceutique en Chine, qui avait déjà la seconde place du marché mondial derrière les États-Unis, et qui s'oriente, qui a des objectifs drastiques de croissance, d'atteindre 15% par an pour atteindre 4% du PIB en 2020. Donc 15% de croissance de la pharmacie devrait représenter 4% du PIB. L'ambition également de garantir une souveraineté sanitaire avec l'idée non plus de Made in China, mais de Made by China.
les investissements dans la R&D devraient croître de 23% entre 2018 et 2023, à comparer à 4,5% à l'échelon mondial. L'automobile, les ventes d'automobiles en Chine seront au-dessus de 20 millions pour les véhicules de tourisme et au-dessus de 5 millions pour les véhicules commerciaux que sont les camions et les bus. La Chine a vendu l'an dernier 25,8 millions de véhicules, dont 1,3 million de véhicules à énergie nouvelle, les NEV, en 2020. Et les experts prévoient 30 millions d'unités fabriquées sur le sol chinois en 2025. Alors, je vous ai déjà parlé de l'essor du luxe online qui se développe de manière extrêmement importante et qui vont représenter 50% des dépenses du luxe en Chine dès 2021 et 2022, et non pas 2025 comme prévu. Alors que le secteur global baisse, comme je l'ai dit, moins 25 à moins 45, il progresse de plus 20 à plus 30 en Chine. Pardon. C'est un dynamisme à relier à l'hyperaccélération de la consommation en ligne. L'online représentait maintenant 30% des achats de luxe en ligne contre 11% en 2019. Cela a produit des résultats mesurables. Il y a pas mal de questions, Pierre. On peut peut-être faire une petite pause questions-réponses à ce niveau-là avant de passer au chapitre suivant. Oui, mais terminer sur Ah oui, pardon. Voilà, juste terminer. J'en ai pas pour très longtemps, mais je vais vous donner des chiffres qui vont vous étonner. Il y a maintenant en Chine 176 millions de caméras de reconnaissance biométrique. Il y a 80 trillions de yuan dépensés en paiement mobile, 200 milliards de yuan dans les circuits intégrés, 500 milliards de dollars représentant le marché des voitures autonomes, 200 banques et institutions qui adopteront la communication quantique, je dis bien communication quantique, 130 milliards investis par an dans le green tech, 1000 magasins dans les new retail, 50% des capacités de production des batteries, plus de 80% du marché mondial des drones civils, 500 villes intelligentes réparties dans tout le pays et 1650 milliards investis dans la 5G. En conclusion, les exportations chinoises ont augmenté de 3,6 et les importations n'ont chuté que de 1,1%. Et je vous rappelle que le PIB chinois a augmenté de 2,3% cette année. Et je m'arrête là sur ces Sur les chiffres. pour que les questions me soient posées. Et je m'en excuse d'avoir été sinon. Non, pas de souci. Alors, donc on avait la première question tout à l'heure. Donc, y a-t-il une perte de pouvoir d'achat et est-ce que la logistique est revenue à la normale? Alors, la logistique chinoise est revenue à la normale. La logistique de liaison avec l'étranger n'est pas complètement revenue à la normale, puisque notamment les voyages aériens avec l'étranger pour beaucoup de pays sont encore interdits, et notamment très peu avec la France. Air France n'atterrit plus en Chine, mais utilise China Eastern pour relier la Chine. Air China également fonctionne. Par contre, toutes les relations par bateau marchent de manière très forte. Il y a un manque de containers actuellement et le prix du fret maritime a augmenté de 5 à 8 fois durant ces derniers mois parce qu'il y a un besoin très important de l'utiliser, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Donc, les choses se remettent progressivement d'aplomb, mais tout n'est pas redevenu normal du fait d'interdiction de mobilité. Mmh. D'accord.
Et sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, des Chinois, suite à cette crise? Ou est-ce que c'est aussi revenu, peut-être à la normale? Alors, je n'ai pas de chiffres à ce sujet. J'aime bien être précis quand je réponds. Je donnerai donc simplement une, une, un, Une impression? bon, mon impression. Je n'ai pas vraiment l'impression que cela ait beaucoup diminué, puisqu'il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits par la Chine pour occuper les Chinois et leur donner donc des salaires. Mais il n'est pas impossible que dans certains secteurs, les choses ont diminué. Mais je ne suis pas très qualifié, je m'en excuse, pour répondre à cette question. On pourrait voir après peut-être si, Oui, si on trouve d'autres bien sûr. informations et répondre à cette personne. Je vais noter pour pouvoir y répondre plus tard. Ouais. Oui, bien sûr, je note de toute façon. Ensuite, alors là, c'était une question, sur la mobilité, enfin sur la mobilité, sur les conséquences, plus au niveau, social, donc comment va se dérouler la fête du printemps cette année, s'il y en a une? Et y a-t-il des restrictions? Alors, elle va se dérouler. Euh, la veille, c'est le 12 février. C'est l'année du buffle. Elle aura lieu, c'est trop important pour la Chine qu'elle n'ait pas lieu. Par contre, la question additionnelle, savoir s'il y aura des restrictions, oui. Euh, le gouvernement chinois suggère, mais de manière insistante, auprès du peuple chinois de rester plutôt chez eux et d'éviter à se déplacer, sauf si c'est vraiment nécessaire. D'accord. Très bien, donc Cécile, j'espère qu'on a répondu à votre question. Ensuite, alors, avec toute cette digitalisation omniprésente dans le quotidien chinois, comment le ressentent les habitants? Est-ce que c'est perçu comme une situation anxiogène ou sécurisante? Euh, Anxiogène, bien sûr, parce que personne n'a envie d'être contaminé, mais à titre inverse, sécurisant, puisque contrairement à ce que les Chinois peuvent voir sur leur télévision et qui montre la situation en Occident, ils sont plutôt privilégiés et le gouvernement en fait personnellement une force personnelle en disant nous sommes arrivés à vous sécuriser contrairement à d'autres pays. Comme vous savez, les injonctions gouvernementales sont importantes en Chine et les gens ont tendance à les écouter. Et s'ils n'ont pas écouté une fois, on leur répète assez souvent. Donc, je pense qu'ils, d'une manière générale, ils se sentent plutôt sécurisés. D'accord. Alors, moi, j'ai eu des conversations avec des gens, même en France, d'origine chinoise, qui occupent des postes importants et qui me disaient euh, la grande différence entre la Chine et la France, c'est que en Chine, on voit le côté sociétal avant de voir le côté personnel. Et lorsqu'on parle des caméras de surveillance, les gens disent on préfère avoir des caméras qui nous permettent d'éviter euh, certains mots, quitte à limiter un petit peu notre vie personnelle. Limiter un peu la liberté, alors que nous, c'est l'inverse. On voit tout de suite la limitation dans la liberté, plutôt que bon, c'est un mauvais cap à passer et ça va nous aider à aller mieux après. Mais nous, on voit tout de suite la contrainte, en fait, alors qu'eux voient le résultat que ça peut leur apporter. Mais par contre, il y a de plus en plus de caméras fixes également en France. Oui, 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 Et dans oui, c'est vrai. Alors, il y a Bernadette Labéribe donc, qui vous dit bonjour et qui précise sur un point, notamment sur le luxe, la vente du luxe. Donc, Hermès a battu son record de vente, enregistrant plus de 2 millions de dollars en avril dernier. Donc, Oui, pour le premier jour de réouverture d'une boutique. oui, Donc, en effet, ça fait joli chiffre d'affaires. Elle précise également, donc les Chinois sont assez méfiants par nature vis-à-vis de leur gouvernants, de tout ce qui est de leur groupe d'appartenance. Ils ont une méfiance donc vis-à-vis des étrangers. Et d'où elle précise donc d'où l'intérêt de nouer des relations personnelles avant de faire des affaires pour instaurer de la confiance mutuelle et évacuer la méfiance. Voilà. Peut-être que vous serez d'accord avec elle. je suis entièrement d'accord avec elle. Oui.
Monsieur Guinassia pose une question. Pour nous, Européens, devrions-nous, alors c'est une question très large, devrions-nous pas avoir plus peur des USA et moins peur de la Chine? Alors, je pense qu'il n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a une réponse claire à ça. Moi, j'aurais tendance à dire il faut se méfier de l'un et de l'autre et privilégier les intérêts européens. Je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire avec les États-Unis et qu'il y a de très bonnes affaires également à faire avec la Chine, qui souhaite en plus se rapprocher de l'Europe. D'accord. Et ensuite, alors j'ai encore deux questions. Pensez-vous, alors c'est une personne anonyme, donc je peux pas vous dire de quelle entreprise il s'agit, mais donc pensez-vous que les restrictions en place vont perdurer dans le temps ou seront levées à un moment? Donc je suppose que ce sont les restrictions qui sont mises en place en Chine. Par exemple, actuellement, des bruits de fond se font entendre sur une méfiance sur les importations et la possibilité de traces de virus. Notamment sur une, alors je n'en ai pas entendu parler, peut-être que vous, Pierre, oui, mais sur une affaire de crème glacée à la mi-janvier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Est-ce que vous pensez que ça va ça va avoir un impact sur les restrictions qui sont en cours? J'imagine le nom de la société qui a posé cette question, qui est directement concernée. On en a parlé effectivement. Je pense qu'il faut laisser passer un petit peu de temps et que les choses vont redevenir dans la normale. Mmh, La Chine revit de plus en plus des conditions qui se normalisent, hein. Donc, mmh, qu'elle fasse attention à certaines choses venant de l'étranger, c'est normal. Il y a eu un cas qui a été provoqué avec des glaces importées, effectivement. Mais je veux dire, il ne faut pas généraliser et je ne pense pas que les Chinois soient trop traumatisés par ce qui arrive. Il faut laisser un petit peu de temps, hein, pour que les choses redeviennent un petit peu à la normale, laissons quelques mois, et puis je mmh. pense qu'il y aura matière à retravailler. D'accord. Et ensuite, donc, pensez-vous, donc c'est, Bernadette, pensez-vous que le découplage USA-Chine est de l'ordre du concept ou une réalité? Le découplage, Le découplage USA-Chine est de l'ordre du concept ou une réalité? Pardon. euh, je dirais vraiment des deux. C'est bien sûr un concept, mais c'est une véritable réalité. C'est toujours, alors le concept au niveau de l'hégémonie entre les deux pays, mais il y a quand même une opposition. Les Américains ont toujours eu l'habitude d'être les premiers du point de vue économique et du point de vue militaire. Ils voient que du point de vue économique, leur gap vis-à-vis de la Chine a tendance à se réduire avec le développement de nouvelles technologies très performantes en Chine. Ils voient également que la Chine s'arme beaucoup, un budget militaire qui est de plus en plus important. Alors le gap est encore important entre la puissance militaire américaine et la puissance militaire chinoise, mais les Américains voient que les Chinois s'arment beaucoup. Par contre, dans le passé, on ne peut pas dire que la Chine soit un pays comme l'a été le Japon, qui a fait des conquêtes territoriales. Mmh, Il a plutôt été en mesure de se défendre plutôt que de prendre de nouveaux territoires, globalement. d'accord, d'accord. Donc, alors j'ai encore une question. Après, il va falloir qu'on avance un petit peu parce on a pris beaucoup de retard du coup, déjà du fait de moi, mon ordinateur. Il va falloir qu'on avance un peu. J'ai encore une question, de Chloé. Les restrictions en entreprise sont-elles toujours d'actualité? Et j'axe votre attention sur la question du télétravail. Alors, est-ce que le télétravail est obligatoire? Est-ce que c'est toujours en cours en Chine? Ah, il est généralisé en Chine à chaque fois que cela est possible, hein. C'est sûr. D'accord, OK. Mais comme maintenant les gens peuvent sortir et autres, je veux dire, il y a quand même des reprises et des gens qui vont sur les sites, sur le terrain, pour intervenir. D'accord, OK. Donc c'est bon, il y a plus de questions, donc on peut passer peut-être au point suivant? Oui. Alors, Ou c'est quoi? C'est écologique?
Oui, quelques mots sur un point qui s'appelle quand même l'écologie. Euh, la Chine a réaffirmé sa position d'accepter les conséquences et de s'établir dans la mouvance de l'accord de Paris, qu'on a appelé par ailleurs la COP 21. C'est la confirmation d'un jeu écologique durable et d'une manière d'ailleurs amusante, et c'est un relevé de la NASA qui n'est pas susceptible de favoriser la Chine, qui a constaté une baisse spectaculaire très attendue de la pollution, notamment autour de Wuhan. Wuhan qui est le, le L'épicentre. de l'épidémie et qui est un grand centre industriel où il y a beaucoup notamment de sociétés automobiles, notamment des sociétés françaises qui sont à Wuhan. Récemment, la NASA a constaté une baisse spectaculaire. Il y a eu également une double bonne nouvelle. La Chine vise à atteindre son pic d'émission de CO2 avant 2030 et atteindre la neutralité carbone avant 2060. Ce qui est une très bonne nouvelle. Sur la première, elle était déjà sur la bonne trajectoire. Et la deuxième, c'est une première qui a été saluée par plusieurs experts comme un pas majeur pour redonner de la vie à l'accord de Paris. Je dirais que c'est un véritable engagement politique. Bien sûr, par rapport à l'époque du président Trump, c'est un grand contraste puisque les États-Unis avaient décidé de sortir de l'accord de la COP 21. Alors, ça va être un nouveau défi pour le président Joe Biden, qui lui essaie de revenir. Et il a déjà prouvé qu'il était vigilant puisqu'il a dénoncé un accord entre le Canada et les États-Unis d'un pipeline qui devait être important entre les deux pays, en disant que ça risquait d'attenter à l'écologie du pays. On verra. On verra. Wait and see. On aborde le point suivant. Oui, on arrive sur le chapitre suivant. L'apparition de nouvelles opportunités dans un contexte nouveau, c'est une chance historique pour l'Europe et pour la France. Un rappel sur la présence française en Chine, et notamment la présence bretonne. Les produits et services français éprouvés et renommés en Chine. Les produits stars français du moment. Les startups françaises. Et compenser les insuffisances de la Chine en matière agricole et d'élevage. Alors, des nouvelles opportunités pour l'Europe, donc pour la France et pour la Chine, c'est ce... Et la Bretagne aussi. Et la Bretagne, bien entendu, et d'abord la Bretagne. C'est d'abord se positionner entre les États-Unis et la Chine, comme je l'ai dit. C'est être plus visible. En Chine, il existe une exposition qui a lieu généralement à Shanghai tous les ans, ça fait depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle China International Import Expo. Et cette CII, c'est une expo où il n'y a que des produits d'importation. Donc c'est vraiment une vitrine pour importer ces produits. Et très franchement, je propose, mais je crois que Bessie l'a déjà fait, d'avoir un stand avec les bonnes sociétés bretonnes qui ont des produits intéressants à présenter. C'est pas limité au niveau sectoriel, c'est tout produit? Tout produit, tout produit. D'accord. Profiter des opportunités d'investissement, vendre à la Chine ce qu'elle ne peut plus approvisionner des États-Unis, répondre de manière pragmatique et sans dogme préétabli aux appels du pied du gouvernement chinois, prendre en compte les nouvelles facilités offertes par la Chine, réduction de droits de douane dans un certain nombre de produits, ouverture capitalistique de certains secteurs d'activité jusque-là plafonnés. C'est vrai notamment pour les banques et pour les sociétés d'assurance, flexibilité dans les échanges grâce à l'e-commerce et suppression de plafonds d'investissement dans l'automobile et dans l'aéronautique.
Alors, la présence française en Chine, les bureaux de l'ambassade de France en Chine ont recensé 2100 entreprises françaises qui ont des bureaux ou des filiales commerciales en Chine, et celles-ci emploient 480 000 personnes dans le pays. Alors, ça fait beaucoup pour nous, Français, 480 000 personnes. Ramener à la population chinoise, il faut, évidemment, c'est beaucoup moins important. Les relations Chine-France, la Chine est le 7e client de la France. La part du marché français en Chine est, hélas, égale à 1,4%, malgré tous nos efforts conjugués. La Chine est notre 2e fournisseur. Sa part sur le marché français est de 9%. Et chose très importante, la Chine est le 2e fournisseur de la Bretagne après l'Allemagne et au coude à coude avec l'Espagne. Peut-être, Marina, tu auras d'autres statistiques à donner. Alors, il y a d'autres statistiques, je ne les ai évidemment pas toutes en tête parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais ça fait partie notamment d'un document qui s'appelle donc le bulletin de veille qui a été mis en ligne là récemment et qui a été envoyé aux adhérents en décembre. Donc dans ce bulletin de veille, en fait, la présentation est un peu différente cette fois-ci puisqu'elle est c'est une présentation sectorielle et il y a beaucoup de chiffres sur la Chine puisque bah, voilà, la Chine est le 2e fournisseur de la Bretagne, mais la Chine est également le client de la Bretagne dans certains secteurs. Donc, je vous invite à lire ce bulletin de veille. Il y a plein de chiffres, plein de données. C'est très intéressant. Disponible sur la plateforme de BCI Info via le site de Bretagne Commerce International. Très bien. Alors, la France vend malgré tout, est reconnue notamment par son savoir-faire au niveau technologique, également par son savoir-faire en agroalimentaire. Donc, un certain nombre de produits sont éprouvés en Chine déjà, les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, maritimes, technologiques, tout ce qui a trait au transport, la gestion de l'eau et des déchets, les villes durables, l'économie verte, la transition énergétique, la recherche et la formation, dont la formation professionnelle, j'en dirai quelques mots au sujet de Henning, si nous avons assez de temps, l'énergie nucléaire et l'agroalimentaire. On va y revenir un peu plus en détail. Actuellement, il y a des produits stars français qui commencent à faire leur cheminement en Chine et tous axés sur le e-commerce en termes d'opportunités. On peut citer les cosmétiques, les parfums, les produits biologiques, les produits de soins pour bébés, les compléments alimentaires et tous les dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Alors, il y a d'autres possibilités pour les startups, les bonnes startups françaises, c'est d'aller sur les chemins de l'excellence de la Chine en matière d'e-commerce, de haute technologie, de l'industrie pharmaceutique et de la télémédecine. Même si la Chine a beaucoup avancé dans ces domaines, il y a des domaines pour lesquels elle a besoin d'aide, elle a besoin qu'on lui vende, qu'on lui apporte de nouvelles technologies. Donc, il y a des possibilités pour les sociétés françaises. Et je sais qu'il y en a de bonnes parmi les sociétés bretonnes qui nous écoutent actuellement. Là où il y a également pas mal de possibilités, c'est en matière agricole et d'élevage. Déjà, comme vous savez, il y a eu un accord entre notre président et le président chinois, je crois que c'est l'an dernier, sur la levée de l'embargo sur le bœuf et la charcuterie. Quand je dis l'an dernier, c'est en 2019, voire en 2018 même. Il y a eu l'ouverture du marché des mollusques, mais il y a également une très belle possibilité avec les ports bretons, puisque la Chine produit la moitié des porcs de la planète, mais elle a été frappée par la peste porcine africaine, qu'on appelle PPA, qui a décimé une bonne partie de son cheptel.
De ce fait, elle était conduite à acheter beaucoup de porcs à l'étranger, et notamment en France, et qui dit porc en France, dit à la Bretagne, ce qui a été une très bonne chose. Et de plus, cette année, elle a renforcé ses achats en génétique, principalement des femelles en race pure, pour reconstituer par l'importation sa pyramide de sélection. S'il y a des gens ici concernés, je pense qu'ils auront compris ce que je veux dire. Et je vais citer un exemple de réussite également d'une société bretonne qui s'est installée en Chine et, et qui fait de la distribution. Elle s'appelle CoPerl. J'imagine que chacun la connaît. Elle a monté une usine près de Pékin et elle fait pratiquement toute sa vente par e-commerce, ce qui prouve que lorsqu'on a les bons produits, on peut réussir. Elle fait beaucoup d'efforts et je crois qu'on doit féliciter sa réussite. La Chine devient, dans cette matière agricole et d'élevage, de plus en plus dépendante des pays étrangers. L'exemple le plus probant, c'est celui du soja, où la Chine importe un tiers de ses besoins. Elle importe notamment beaucoup d'Amérique du Sud. Et les prix des produits flambent, puisqu'ils ont, pour le soja, augmenté de 50 à 60%. Ça va être le cas probablement dans le futur du maïs et également du blé, où la France est également productrice. Donc, de manière globale, à garder à l'esprit, la Chine a un besoin de sécurisation de ses approvisionnements. Donc, elle est en train de rechercher à qui elle pourrait acheter. Et je pense que la grande variété des produits agricoles faits en Bretagne peut être intéressant. Et qui dit produits agricoles dit tous les produits de l'agroalimentaire d'une manière générale. Probablement, il y aura des questions. Oui, je regarde là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Oups. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a vraiment dépassé le temps. On va essayer de. Alors, je me dis 11h30, on va réussir à terminer. Je suis vraiment désolée hein, de ce retard, mais bon, c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire, donc on peut pas couper. On peut pas couper en plein milieu et c'est normal. Hop. Alors, le point suivant, c'est ce qu'on appelle Regional Comprehensive Economic Partnership. C'est un accord qui est extrêmement important, puisque c'est les plus grands accords commerciaux de la planète et qui affecte 2 milliards de personnes, ce qui n'est pas rien. Les négociations ont été lancées en Indonésie en 2011. Elles ont duré presque 9 ans. Et donc, cela vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les 10 États de l'ASEAN. Je vous rappelle que sont l'Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei, auxquels se sont rajoutés la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce qui est un peu surprenant avec le Japon et l'Australie qui ont notamment des relations diplomatiques un peu difficiles avec la Chine actuellement. Mais ce qui est recherché et qui intéresse tout le monde, c'est la régionalisation des chaînes de production. Ce sont les échanges de services et c'est renforcer les infrastructures en télécommunication. Et on ne peut pas dire que c'est la Chine qui a mis la main dessus et qui veut lutter contre les États-Unis. C'est la volonté d'une région qui veut se développer de manière économique et financière, accroître son influence et qui a la capacité d'imposer ses normes, ses entreprises, ses valeurs et sa culture. Il y a vraiment une régionalisation de 2 milliards de personnes qui vont impulser et doper les échanges. Je vais vous donner quelques exemples. Les composants automobiles made in Japan vont être exemptés de plus de 90% des tarifs douaniers.
90% des composants automobiles vont être exemptés de tarifs douaniers. Les produits laitiers australiens, c'est pour ça qu'ils sont dans le cercle, vont arriver bien moins cher dans les supermarchés de Thaïlande. Partout, les procédures douanières seront aussi simplifiées par l'adoption de règles d'origine préférentielle. Donc, c'est une grande possibilité qui est offerte ici. Alors, je dis que c'est un accord à l'ancienne parce qu'il se concentre principalement sur les barrières douanières et il n'organise pas une harmonisation telle qu'on peut l'avoir dans l'Union européenne ou dans les pays de l'ALENA, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il s'agit tout de même d'une accélération symbolique forte de l'intégration économique de l'Asie. Il va pousser les entreprises européennes que nous sommes et américaines à s'y implanter de plus en plus des centres de production pour bénéficier des tarifs douaniers ainsi privilégiés. Et cette année, l'Asie, dans son ensemble, va générer plus de 50% de l'ensemble du PIB mondial. C'est un ratio qui n'atteignait que 20% en 1980. De ce fait, je vais terminer là sur cette slide, je dirais ma recommandation, c'est penser à une implantation qui ne peut être que bénéfique à moyen et à long terme, s'il faut le faire. Même si cette implantation n'est pas une implantation industrielle, le fait que vous soyez dans cette région, vous allez pouvoir profiter à la fois d'avantages douaniers et également de grandes possibilités de relations avec tous les pays, les 15 pays qui sont là et qui sont des grands pays puisqu'ils représentent à eux-mêmes 50% du PIB mondial. Donc, c'est une opportunité, cet accord, pour les entreprises qui sont présentes ou qui veulent y aller. Absolument, absolument. D'accord. Alors, j'ai une question. Il ne faut pas être absent de cette région. Il ne faut pas être absent de cette région. Alors, Chloé, quelles sont les conditions pour un pays d'adhérer à cet accord commercial? Eh bien, c'est d'être sur le sol, soit à partir de la Chine, du Japon ou de l'Indonésie, par exemple, et de pouvoir revendiquer les possibilités de bénéfice des réductions tarifaires. Je ne sais pas, Chloé, si on a répondu à votre question, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, avant qu'on passe au dernier point. L'avant-dernier, il y a un avant-dernier point. Il y a la teneur de l'accord, il y a un autre slide sur le RCEP. Ah oui, pardon. Alors du coup, je vais peut-être passer au slide d'après. Voilà, pardon. Voilà. Oui, je pense que ça a relativement peu d'intérêt maintenant de parler, compte tenu du changement de président américain. On ne sait pas quelle va être la position de Joe Biden, simplement qui a évoqué un éventuel retour des États-Unis et qui pourrait se montrer plus engagé dans la région que l'a été à l'époque Barack Obama. Voilà. On peut passer peut-être au slide d'après. Voilà. Alors attendez, j'ai un bug. Voilà, hop. Voilà. La présentation du projet. Quelques mots sur cette merveilleuse société qui s'appelle Energiset International, que j'ai créée en 1980 après avoir eu 10 ans dans une multinationale suédoise. Elle a fait d'abord de l'import, puis de l'export et du consulting à partir de 1992. Son siège était à Paris. Ses bureaux sont à Courbevoie, à la Défense. Nous avons des bureaux à Pékin, à Haining et à Shanghai. Nous avons des agents relais dans diverses villes chinoises qui nous permettent d'accéder aux entreprises qui sont présentes. Et nous avons des experts par grand secteur d'activité qui nous aident quand nous entrons dans des domaines
qui nous sont moins familières. Slide. Oui, j'aimerais simplement vous dire quelques mots sur un projet qui risque d'intéresser certains d'entre vous s'ils veulent s'implanter en Chine. Nous avons un grand projet en cours à Haining. Nous avons implanté un parc sino-français qu'on appelle Industrie, Formation et Recherche. La problématique de base, c'est former en alternance des techniciens industriels chinois selon les méthodes françaises pour que les entreprises françaises désireuses de s'implanter à Haining trouvent du personnel qualifié comme le leur en France. Alors, nous avons fait une étude de marché auprès des grandes entreprises françaises installées autour de Shanghai, notamment, qui nous ont dit les, les, les Chinois techniciens ou même qui sortent de l'université ont la tête bien pleine, mais n'ont pas toujours une qualité opérationnelle lorsqu'ils arrivent en usine. Donc, l'idée, ça a été de faire un atelier avec une ligne de production totalement automatisée avec des robots. Donc, on a créé des chefs de ligne de production automatisés et on a fait une deuxième ligne pour apprendre l'excellence industrielle au travers du lean manufacturing et du lean management, qui sont les formes les plus élevées de management des entreprises. Alors, la réalisation a été faite de manière globale par ma société, Énergie 7, mais comme nous ne sommes pas des formateurs, nous avons passé un accord pour l'aspect pédagogique avec l'UEMM que vous devez bien connaître et sa division internationale Codifor. Nous avons réussi à faire financer totalement ce projet par la Chine. Les experts de l'UEMM vont une fois tous les 15 jours en Chine pendant 10 mois. Moi-même et mes équipes y allons suivant. Tous nos frais sont pris en compte. Nous sommes payés également pour nos prestations. Ça marche très bien et c'est une véritable fierté pour Haining et beaucoup de sociétés chinoises sont intéressées. Nous avons même été honorés d'avoir eu une reconnaissance nationale par le gouvernement chinois. Il est vrai que nous sommes bien situés au centre du delta du Yangtze, proche des grandes métropoles industrielles que sont Shanghai, Suzhou et Hangzhou. Pour les entreprises qui souhaiteraient avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et j'aurai grand plaisir à vous en parler, voire bien sûr à venir vous rencontrer ou si vous avez la possibilité de venir à Paris, nous en discuterons ensemble sans aucun problème. Voilà, j'en profite parce que moi j'ai terminé pour vous remercier pour votre patience et votre attention durant ce long discours. Merci Pierre. Alors, j'ai 3 questions qui viennent d'apparaître. Vu les restrictions de déplacement, comment prospecter et rencontrer des clients ou fournisseurs potentiels hormis des rencontres distancielles? Alors, est-ce que c'est possible de faire des visios? C'est une très bonne question. De France, moi je le fais par visioconférence. Hier matin à la même heure, j'étais avec la Chine pendant toute la matinée. J'ai mes équipes également qui peuvent prendre contact, mais c'est vrai, quand vous êtes société française, il faut que vous affirmiez que vous êtes français. Moi, toutes mes équipes en Chine sont d'origine chinoise. Et donc, c'est plus simple de faire, comme on dit, du face-to-face. Et la visioconférence est un moyen, mais pas le meilleur moyen. Mais il faut utiliser selon les outils qu'on a à disposition et ça marche. Alors, pour démarrer de nouveaux projets, c'est un peu difficile. Par contre, si vous êtes déjà connu ou que vos produits sont déjà connus, nos équipes sur place peuvent vous aider sans aucun problème. Après, si on n'est pas connu pour la prospection, il faut peut-être avoir un interlocuteur quand même sur place qui peut organiser du coup des visios, enfin avoir un contact qui peut être un peu, qui peut faire le relais peut-être. Je dirais même qu'on peut commencer par faire des études de marché avant de lancer un produit. Il faut également savoir s'il est vendable Oui. sur le marché français. Donc, il faut interroger sans faire forcément une étude extrêmement détaillée, mais il faut déjà avoir un premier retour du marché sur l'intérêt ou non par rapport aux produits qui sont proposés.
et le temps de faire l'étude, d'échanger, etc. Il faut espérer que la situation sanitaire en France sera devenue meilleure et qu'on pourra à nouveau se déplacer et qu'on sera accueilli par les Chinois, qui, Mm. entre parenthèses, savent accueillir de manière tout à fait exceptionnelle les étrangers. Une autre question, observez-vous une frilosité des entreprises françaises à faire des affaires en Chine au profit d'autres pays? Je dirais un peu, mais d'un autre côté, je suis très rassuré par ce webinaire où il y a eu Mm. 72 inscrits, je crois. Oui, 70, ouais, un taux, ouais. Mm. J'avoue que j'ai craint pendant un moment que ce soit un petit peu confidentiel, mais 75 personnes qui ont accepté, cela prouve qu'il y a un intérêt réel, au moins en Bretagne. Oui, 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 parce que c'est vrai que oui, c'est limité du coup aux Bretons, mais du coup, bah, c'est un bon Et chiffre, c'est pourtant, certain. les navigateurs, ils aiment bien aller à l'étranger, ils sont très aguerris à aller Mm. loin de leur base, donc je reconnais là l'esprit breton. Donc il y a peut-être quand même une certaine, enfin c'est assez contradictoire. Tout le monde a envie d'y aller parce que bah, c'est un marché très très porteur, mais il y a quand même une certaine méfiance, une certaine peur aussi d'y aller parce que bon, il y a beaucoup de règles et beaucoup de contraintes, mais n'empêche que ça intéresse quand même beaucoup les entreprises d'avoir des informations et de vouloir s'y implanter. Enfin, beaucoup souhaitent le faire, je suppose. J'ai donné un exemple qui, à mon avis, est parlant, en prenant l'Allemagne. Le gouvernement allemand, et même le maire de Berlin en particulier, était assez circonspect vis-à-vis des relations avec la Chine. Mais en fait, ce sont les industriels allemands qui ont dit euh, l'industrie automobile en Allemagne a certaines difficultés. En Chine, elle se développe de manière extrêmement importante. Donc, nous, on veut y aller. Et il ne faut pas nous mettre des freins pour y aller. Donc, il y a une différence de position entre les autorités, on va dire, d'un côté, et les entreprises qui, naturellement, de manière pragmatique, voient leur intérêt, ce qui est tout à fait normal. Il faut Mm, que leur intérêt soit développé pour qu'elles puissent survivre et construire. bien sûr, bien sûr. Et une dernière question, alors là, c'est sur la gestion des déchets. C'est une entreprise qui souhaiterait développer une. Alors, il me semble que c'était une application pour la gestion des déchets. Et la question, c'est est-ce que la population chinoise est prête à ce type de modification de leur comportement au niveau de la gestion des déchets? Alors, c'est une chose qui commence. Il commence à y avoir des grandes sociétés françaises, chinoises, pardon, dans ce domaine. Les Français sont très présents. Moi, j'ai rencontré notamment Suez à Shanghai, qui a un rôle important, qui est connu et reconnu en Chine. Donc, dans la mouvance de grandes sociétés françaises comme Suez notamment, je pense qu'en sous-traitance, alors tout dépend ce que veulent faire les entreprises bretonnes, mais à mon avis, il y a des contacts qui peuvent être pris et il y a probablement à tirer son épingle du jeu, à mon avis. Mais les Chinois deviennent de plus en plus sensibles. Sensible à ça, à Oui, la bon, gestion des ne déchets, serait-ce que protection de pour l'environnement. les problèmes d'enfouissement et autres, il faut régulariser, recycler. Euh, Vous avez même vu que les Chinois maintenant refusent qu'on leur envoie des déchets, hein. Avant, on le faisait, maintenant c'est interdit. Donc, non, non, la Chine a pris conscience du problème des déchets et essaye de résoudre. Et je pense que justement, actuellement, il y a matière de coopération. D'accord, d'accord. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Donc, je propose que l'on clôture ce webinaire. Je vous montre simplement, euh, si j'y arrive, voilà, les contacts de chez BCI pour les chargés d'affaires. Si vous avez des questions sur vos secteurs en particulier. Et le contact de Pierre, évidemment. Donc, toutes ces informations seront disponibles dans le PDF, hein. Je passe rapidement les slides, mais évidemment, vous aurez les informations dans le PDF. Ah bah attendez, j'ai encore une question qui vient d'apparaître. Ah, c'est Camille. Merci Camille, qui représente la région Bretagne et qui remercie que c'était très intéressant. Bah, merci Camille. Et donc, bah, merci Pierre. Euh, Merci également.
Je remercie tous les participants pour votre attention. Je relance ma petite information sur le questionnaire qui va apparaître à la fin de ce webinaire. Je vous invite vraiment à y répondre. Promis, ça prend que quelques minutes, même si on vous a déjà pris plus de minutes que prévu. Mais voilà, ce serait vraiment très bien d'y répondre. Merci Pierre pour toutes ces informations. C'était vraiment passionnant et très intéressant. Oui. Et on reprend contact rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Et merci encore à toutes les personnes qui ont écouté cette conférence, que je salue très chaleureusement. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.